Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre 5e capsule. Hey, on est content que vous êtes là au rendez-vous. On le voit de semaine en semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait plaisir. Aujourd'hui, je suis un petit peu fier, puis j'ai une petite émotion parce que on va se promener de Pas-Beau à Saint-François. Pourquoi j'ai cette petite émotion-là? C'est parce que je vis à Pas-Beau et l'autre, c'est parce que ma maman vient de Saint-François. On la salue. Et toute ma famille aussi vient de Saint-François. Hein? Pour les gens de Saint-François, je ne sais pas si vous vous souvenez à une certaine époque, les fameux dimanches chez mon grand-père Huyard, la terrasse, les machines à bout, les musiciens, les hamburgers, les frites. Hey, c'était... On avait-tu du fun assez, hein? Moi, c'est ces souvenirs-là qui m'habitent, puis les fameux réveillons de Noël dans ce magasin-là, on en a eu du plaisir. Sur ce, on rentre dans les tables. On vous a habitué dans nos capsules précédentes, soit qu'on parle d'un personnage historique, soit qu'on visite un lieu qui signifie quelque chose d'important pour la population. Aujourd'hui, on sort des sentiers battus et j'ai le goût de vous parler de quelqu'un de vivant. Il s'agit de M. Gaétan Cousineau. Pourquoi je vous parle de lui? Moi, je le vois comme une personne de l'ombre. C'est quelqu'un qui a fait sa marque, qui a travaillé très, très, très fort pour améliorer un petit peu le bien-être des gens de Pas-Beau et de Saint-François. J'ai eu la chance de parler à une de ses filles, à un de ses amis, à quelqu'un de près de lui, et tous s'entendent pour faire ressortir deux qualités importantes, bien qu'il y en a d'autres, c'est sa générosité et son engagement. Il ne faut pas oublier que M. Cousineau a travaillé plus de 30 ans à Action Chômage. Je pense qu'il est encore là un petit peu là, pour aider la relève. Puis, c'est quelqu'un qui a innové, on voit les activités derrière nous. Il a travaillé à la patinoire, il a aidé nos jeunes, il a aidé des gens en difficulté financière, des gens moins nantis qui avaient de la difficulté à se nourrir. Bref, c'est quelqu'un qui a donné beaucoup pour Pas-Beau et Saint-François. Et je veux juste, avant de terminer là-dessus, un petit souvenir que sa fille me dit qu'elle a en tête et qu'elle aura toujours, c'est de voir son père lasser des patins des jeunes. Elle dit qu'elle l'a vu des centaines et des centaines de fois faire ça. Alors, on vous dit bonjour, M. Cousineau. Merci pour votre apport et vous êtes un grand homme. Hey, le cheval, hein? Tout un animal. Noble, digne. C'est un animal à qui on peut avoir confiance, je pense. C'est aussi un animal qui est au service d'eux. Bon, visiblement, il n'est pas tout à fait d'accord avec ce que je dis aujourd'hui, mais c'est pas grave. Bref, ça m'amène à faire un lien avec le proche aidant. Le proche aidant, c'est quelqu'un qui est noble aussi, qui a de la dignité. C'est quelqu'un à qui on peut avoir confiance. C'est quelqu'un aussi qui est au service d'eux, tout comme le cheval. Le cheval, à d'autres époques, a servi de moyen de transport pour les hommes et les proches aidants sont au service de leurs malades. Notre sujet aujourd'hui, c'est de la maison à l'institution. Bien sûr que c'est un sujet qui touche davantage les proches aidants, mais je dis davantage, mais en même temps qui touche tout le monde. Parce qu'il n'y a personne qui est exempt de devenir un proche aidant. On sait, on voit que la population vieillit. Moi, je vieillis, je vais peut-être devenir un malade qui va avoir besoin de proche aidant. Fait que je pense que tout le monde est un petit peu concerné par la situation. Fait qu'aujourd'hui, on va essayer avec vous de démystifier un petit peu tout le processus dans lequel passe un malade, mais bien sûr un proche aidant, quand il part de la maison et qu'il s'en va à l'institution. On va essayer de comprendre les étapes, démystifier tout ça. On va essayer de comprendre toutes les émotions, tous les inconforts que peut vivre un proche aidant. Puis on va essayer de ressortir de tout ça gagnant.
Alors, on est ici aujourd'hui pour un petit peu démystifier le processus de la maison vers l'institution. Mais, avant de partir de la maison, il y a l'avant. Hein? Le proche aidant, lui, on sait qu'il a déjà vécu plusieurs choses avec la personne malade. C'est drôle parce que il ne le sait pas encore des fois, le proche aidant, mais il y a déjà un travail de fait dans sa tête. À tous les jours, il a vu sa personne, des fois, en perdre de sa santé cognitive, que la personne est de moins en moins dans la réalité, des comportements inhabituels. Puis les personnes qui ont des problèmes au niveau de la santé physique, des pertes d'autonomie physique, bien, il a vu sa charge augmenter, d'un lavage de dos, c'est rendu l'aider dans le bain, dans la douche. Fait que le proche aidant en vient qui est fatigué, qui est épuisé, puis veut pas, il sait que l'inévitable s'en vient des fois. Mais c'est quelque chose qu'on s'entend, vous et moi, c'est pas facile à regarder et à admettre ça. Hein? On fait tout pour étirer la sauce. Puis des fois, bien, le proche aidant, on entend souvent l'expression « il a placé sa mère, il a placé sa femme ». Mais je veux juste rassurer les gens, c'est pas comme ça que ça se passe. Heureusement d'ailleurs, parce que ce qu'on veut, ce qu'on souhaite le plus, c'est que les patients vivent le plus longtemps à domicile possible. Mais il y a des situations où, comme je disais tantôt, l'inévitable arrive. Donc, il faut absolument se mettre en mode que la personne va nous quitter. Puis ça, bien, c'est pas simple. Puis, on m'a souvent dit aussi que ce qui est difficile, c'est qu'on sait que s'il nous quitte, c'est probablement le dernier endroit avant sa mort. Fait que c'est pas simple tout ça. Là. Puis j'ai des proches aidants qui me parlent, qui ont vécu tout ce processus-là, puis qui me disent hey, on a tellement peur d'être jugé, on a tellement peur de ce que le monde va penser de nous. Puis moi, je suis comme, mais voyons, qu'est-ce que le monde peut penser de vous? Il y a quelqu'un qui m'a raconté quelque chose qui m'a complètement secoué. Elle me disait, il était en plein processus, ces autres-là. Il était dedans. Ça se passait. Dans 2 jours, la personne quittait la maison pour s'en aller en institution. Puis la personne fait une commission, va à la pharmacie, exemple, et se fait dire par quelqu'un à côté, bien là, vous êtes plusieurs membres, vous êtes plusieurs dans votre famille. Il n'y a pas quelqu'un qui pouvait la garder chez eux? J'ai dit, là, je te crois parce que j'ai confiance en toi, là, mais j'en revenais pas. Fait que les proches aidants ont beaucoup peur du jugement. Et là arrive la fameuse journée du départ du malade vers l'institution. Je ne l'ai pas vécu, mais j'ose même pas l'imaginer. Ce qu'on m'a raconté, c'est une journée qui est difficile, de 1 pour le malade, de 2 pour le proche aidant, puis pour sa famille. Et quelqu'un qui me disait, elle dit, je regardais ça aller, puis je me demandais si j'étais pas dans un cauchemar qui allait se terminer. Puis là, ben là, t'as le proche aidant, comment il se sent? Il se sent coupable. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je le laisse ou je la laisse partir? Je suis en train de devenir folle. C'est quand même incroyable, là. Qu'est-ce qui peut se passer dans un cerveau à ce moment-là? Hein? Ça me touche beaucoup de penser à ça. Puis il y a aussi le poids des promesses. Il y a quelqu'un qui m'a raconté que quand elle était jeune, elle a dit à sa mère, « Moi, maman, là, si un jour tu dois quitter, je te promets que je vais m'occuper de toi. » Elle n'a pas pu tenir sa promesse. Pas parce qu'elle le veut, pas parce qu'elle ne veut pas. C'est parce que la réalité fait en sorte qu'elle ne peut pas. Et aujourd'hui, elle vit avec cette culpabilité-là et ce regret-là. Bien sûr qu'elle évolue là-dedans, mais elle dit que c'est toujours présent. Puis, si vous... Tu sais que là, on parle du départ du malade vers l'institution. Il y a beaucoup de questions que les proches aidants se posent.
que moi j'ai entendu, que ce soit dans mon bureau. En passant, je veux dire que j'ai beaucoup discuté de ce sujet-là avec Hélène Vendette, qui est la directrice de la maison Blanche-Morin, qui vient en aide aux victimes, à des femmes victimes de violences conjugales. Puis c'est mon amie. Fait qu'elle a une belle expertise. Puis elle a été proche aidante aussi. Elle a vécu tout ce processus-là. Puis elle a bien voulu le partager avec moi. C'est important pour moi de le dire. Là, il y a toutes sortes de questions que le proche aidant se pose par rapport à son malade, puis par rapport à lui-même. À force de rencontrer des gens, les gens se posent sensiblement les mêmes questions. Bon, il peut y avoir des différences, mais de façon générale, celle qui vient en top de liste, c'est « Il va-tu être capable de s'adapter à son nouvel environnement? Il va-tu être capable d'être orienté? Il va-tu perdre le peu qui reste? Il va-tu être autant stimulé qu'il l'est à la maison? Est-ce qu'on va bien s'occuper de lui comme moi je m'occupais de lui? » Puis le proche aidant, lui, bien, il se pose des questions par rapport à lui-même. Hein? C'est comme... Le proche aidant, là, il est dans une nouvelle vie. Là, il se retrouve seul à la maison, puis lui aussi, il est inquiet. Comment je vais faire pour changer de vie? Comment je vais faire pour m'adapter à cette nouvelle vie-là? On parle beaucoup d'adaptation, mais c'est un enjeu qui est vraiment important. Hein? Puis, comment je vais gérer mon temps? Ça, la gestion du temps, pour quelqu'un qui s'est occupé de quelqu'un, disons, à plusieurs heures par jour, et ça pendant plusieurs semaines, et voire quelques années, du jour au lendemain, se retrouver avec des heures. Puis souvent, il pense qu'il va avoir plein d'heures, mais là, il faut qu'il se réadapte. Puis là, qu'il va visiter la personne en institution. Puis là, bien là, les heures de visite, puis tout ça, versus le travail, ça fait plein de questions que les proches aidants se posent. Puis si je vous en parle aujourd'hui, c'est juste pour vous réaliser que c'est des questions qui sont saines à se poser. Vous êtes loin d'être dans le champ. Comme dirait l'autre, c'est normal. Et là, quand le malade a sa date où on va le déménager en institution, tout d'un coup, certains membres de sa famille à lui appellent. Souvent, ce que j'ai entendu, c'est que ces gens-là ne se manifestent pas avant. Ça leur fait trop de peine de voir leur frère, leur sœur dans cet état-là. C'est pas un jugement que je fais, c'est juste un constat parce que je l'entends souvent. Et là, les reproches arrivent. Moi, j'appelle ça les gérants d'estrade. Qui dit au proche aidant, « T'aurais pas dû faire ça comme ça, là. T'aurais dû faire ça. » Bien, si t'avais fait ça, peut-être qu'on n'en serait pas là. Imaginez-vous, en plus de vivre tout ce qu'il y a à vivre, le proche aidant doit recevoir ses reproches. Puis, il ne faut pas oublier que lui, là, il est déjà fragile à ce moment-là. Là. Déjà, il est en doute. Fait que... Puis en plus, bien, il en vient... On dirait qu'il se justifie, le proche aidant. Il va essayer de les convaincre qu'il a pris la bonne décision. Fait que c'est pas simple. Avant de commencer à travailler, c'est-à-dire à rencontrer les proches aidants, moi, je pensais de façon naïve que quand la personne arrivait en institution, bien, la job du proche aidant était finie. Je m'étais complètement trompé. Non seulement elle n'est pas finie, elle se transforme, puis des fois, ça demande autant, puis dans des cas plus qu'avant. Et là, bien sûr, on n'a pas le choix d'en parler un petit peu. C'est la mort de la personne malade. Bon, c'est sûr qu'on sait que la vie étant ce qu'elle est, on sait qu'on peut partir avant la personne qui est malade. Mais si on suit la tendance, il devrait partir avant. Et là, le proche aidant, bon, la personne décède, mais c'est souvent lui qui s'occupe de faire respecter les dernières volontés du malade. C'est lui qui ramasse la famille, c'est lui qui encourage tout le monde, c'est lui qui essaie de dire ça va bien aller. Mais lui, en même temps, son cœur saigne. Là. Puis, il faut qu'il reste droit. Tu sais, comme le cheval qu'on a vu en début d'émission, il faut qu'il reste droit et solide. Parce que c'est un peu lui qui initie tout ce mouvement-là. Mais lui, le proche aidant, il vit un deuil, puis il ne faut pas penser, là, parce que ça fait des années qu'il voit la personne en perdre à tous les jours, qu'il est prêt à ça au départ. Ben non. Tu sais, c'est comme l'exemple de quelqu'un qui a
qu'il y a un diagnostic de fin de vie. Donc, dans 6 à 1 an, la personne devrait partir. Bon, les proches le savent. Le savent là. Le savent avec des mots. Mais le cœur ne l'a pas encore compris. Puis je pense que c'est la même chose pour le proche aidant. Même si sa personne, il le sait que la mort s'en vient, qu'elle est proche, il rentre quand même dans un processus de deuil qui peut être difficile. Si on parle un petit peu du processus de deuil, il y a toujours le choc de la nouvelle. Quand on reçoit la personne vient de décéder. Puis là, on dirait que notre cerveau, on est en état de choc. On dirait qu'on ne ressent plus les choses de la même façon. On dirait que les choses se passent plus au ralenti. Puis c'est normal parce que c'est bien fait un cerveau, là. Si la charge émotive est trop importante, on dirait que le cerveau met des mécanismes de défense pour nous protéger un peu de toute cette émotion-là qui pourrait nous faire un peu perdre l'équilibre. Comme je disais, quand je travaillais au CLSC à des gens en processus de deuil, inquiétez-vous pas. Dès que votre cerveau va sentir que vous êtes prêt à recevoir l'émotion, il va vous l'envoyer. Puis après, là, il y a la colère. Hein? Puis, comment ça qu'il est parti? Il aurait dû rester plus longtemps. Bon, hein? Il faut trouver... on est en colère par rapport à la situation qu'on trouve injuste. L'autre étape, c'est le marchandage. Bon, là, on se dit, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour qu'il reste en vie plus longtemps? Hein? En le disant, ça me fait sourire parce qu'en le disant, je me dis... ça fait presque pas de sens. Mais moi, quand ma mère est décédée, j'ai été 2-3 semaines à me dire qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ça n'arrive pas. Puis j'étais convaincu que j'aurais pu changer quelque chose au destin de ça. Hein? Faut dire que dans un processus de deuil, notre tête, des fois, elle se promène. Et beaucoup. Puis notre équilibre, des fois, est assez fragile. Puis il arrive l'autre étape, c'est qu'on appelle la tristesse ou la dépression. Je veux juste mettre les choses en contexte. Là. On ne parle pas de dépression clinique. On parle d'état dépressif qui vient suite à la perte de quelqu'un. Et à la fin arrive la 5e étape. Je tiens à dire que des fois, on l'explique avec 7 étapes, des fois avec 5 étapes. Moi, c'est plutôt avec 5 étapes que je vous en parle. Puis ces étapes-là, on peut se promener de une à l'autre. Hein. Ça ne veut pas dire parce que ça ne suit pas dans l'ordre. Ça, je tiens à le préciser. On peut 1, 2, 3, puis on vient à 1, puis on tombe à 4. C'est pas ça. C'est comme ça que ça peut se passer. Et là arrive la dernière étape. Si je fais un lien avec la capsule de la semaine passée, l'acceptation. Moi, encore là, je ne sais pas vous autres, mais moi, c'est difficile à accepter, la perte de quelqu'un. Moi, je n'ai pas trouvé encore cette recette-là. Et j'en reviens à ce que je vous ai dit la semaine passée. Excusez-moi, il y avait une mouche. Hein? Moi, je préfère essayer de faire la paix avec ça plutôt que d'accepter. Fait que voilà, c'est un petit peu le processus de deuil que le prochain aidant a vécu. On voit que le processus de la maison à l'institution, c'est large. On ne le vit pas tous de la même façon. C'est différent d'une personne à l'autre. Et c'est comme ça. Puis dans toutes ces étapes-là, des fois, je reçois les proches aidants, puis bon, je suis assez fatigué. Eh mon Dieu, j'ai pogné les nerfs aujourd'hui. J'ai dit des choses que je pensais pas. J'ai dû répéter 4 fois la même chose. Puis à la 4e fois, je me suis mise à crier, puis... Là, je me sens mal, c'est pas de la faute, c'est pas de sa faute à lui, je me sens coupable. On peut-tu s'entendre que ces réactions-là, hein, ça peut pas faire autrement qu'arriver. Les proches aidants, c'est des êtres humains, tu sais, puis on parle souvent du proche aidant via le malade, mais le proche aidant a sa vie personnelle aussi. Hein. Il y a une vie. Des fois, si c'est le proche aidant, c'est un enfant qui s'occupe du parent, bien, ça se peut qu'il est en couple, ça se peut qu'il y a des enfants. Puis ça se peut que son couple ne va pas bien. Ou ça se peut qu'un de ses enfants ne va pas bien. Fait qu'il y a sa vie personnelle aussi à s'occuper le prochain aidant. Fait que ça fait que il y a plusieurs pointes, je dirais, au gâteau. Là. Il y a plusieurs morceaux de gâteau à s'occuper, puis c'est pas toujours simple. Fait que moi, j'encourage les prochains aidants, des fois, juste de parler à quelqu'un, juste de se donner le droit de nommer ce qu'on ressent, là, ça peut faire une différence. Alors, il y a des services qui existent. Oui, on connaît les services qui existent pour les malades, mais il y a aussi des services pour les proches aidants. L'Appui, qui est un organisme Gaspésie-les-Îles et aussi québécois, vient en aide
viens en aide, donne des sous pour que des gens prennent soin des proches aidants. Parce qu'oubliez pas, les proches aidants, vous êtes d'une importance capitale. Vous faites partie des piliers de notre société. Puis ça, il faut qu'on fasse attention à vous. Alors, je vous encourage, n'hésitez pas à nous téléphoner. Moi, je travaille avec les proches aidants. On peut autant parler de votre vie personnelle que versus votre vie avec la personne malade. Fait que n'hésitez pas, on est là pour vous. Puis j'aurais le goût de vous dire en terminant une phrase que je répète à travers les capsules. N'oubliez pas que le bonheur est dans le soulagement. Je ne peux pas terminer de parler de ça sans vous parler un peu qu'à un moment donné, les choses finissent par s'apaiser. Hein? C'est comme n'importe quoi, le temps fait son œuvre. À un moment donné, on avance dans tout ça et on se dit, mon Dieu, j'ai bien fait ma job, je pense. J'ai donné tout ce que j'avais à donner, dans le fond. Puis des fois, il y a des gens qui nous rappellent des choses qu'on a fait. Il y a quelqu'un qui me racontait, il y a quelqu'un qui lui avait dit, tu sais, quand je te voyais regarder ta mère, je voyais ton regard plein d'amour. Je suis certain que ta mère a été très chanceuse de t'avoir jusqu'à la fin de sa vie. Fait que, les choses finissent par s'apaiser et on finit par retrouver un certain équilibre. Alors, c'est ce qui met fin à notre 5e capsule. Alors, j'espère que ça a apporté peut-être un nouvel éclairage sur ce processus-là, que ça a répondu à des questionnements que vous avez et que mon souhait le plus grand, c'est que vous vous sentez des humains qui ont droit à l'erreur. Alors, la semaine prochaine, pour notre avant-dernière chronique déjà, on se retrouve à la Brèche à Manon. C'est Cindy, ma collègue, qui est chroniqueuse à l'émission, qui va nous parler du sujet vers une nouvelle étape de vie. Et la semaine d'après, on finit ça en grand à Percé. Manquez pas ça, tout le monde. Merci d'être là. Vous pouvez nous suivre sur les différentes plateformes de TVCGR. Télévague diffuse notre production sur les pages Facebook. Alors, on se donne rendez-vous à la Brèche à Manon et à la semaine prochaine, tout le monde. Ciao!